Salut à tous, on se retrouve pour cette 6e preview Dunk Hebdo. Le marathon continue, place à la série qui oppose la tête de série numéro 2, les Celtics, à la tête de série numéro... Alors du coup, on doit les appeler 7 techniquement, mais ce sont les vainqueurs du play-in entre le 7e qui était à l'époque le Heat et les Hawks. Donc on va parler de l'affrontement à l'Est entre les Celtics et les Hawks. Pour m'accompagner dans ce marathon de preview, c'est notre marathonien en titre. Tom, tu en es à la 4e, c'est ça? De preview? C'est ça. La 4e, écoute. Comme l'attaque des Hawks sur transition. 4e. Wow. Sur Ah ouais. demi-terrain. Directement, les stats, carrément, la data. Ok, ça commence. Et ensuite, avec nous, alors je sais pas, je dois dire salut en quelle langue? Français, anglais, coréen, japonais. Comment ça va, Madiane? Eh ben ça va, de retour en France. Donc j'étais absent un long moment, pour ça que vous m'avez pas vu dans les épisodes, mais je suis content, je reviens pile au bon moment de la saison. Voilà, Madiane a pu expérimenter la conduite en Corée. Il est encore en un morceau, c'est la bonne nouvelle. Du coup, vous connaissez la formule. On va pas faire de pause habituelle. On vous rappelle juste avant de commencer de bien nous suivre sur les plateformes de podcast et également sur YouTube où on a sorti tous les épisodes en avant-première. Et puis également, n'oubliez pas sur Twitter. Alors messieurs, c'est un peu la tradition dans la manière dont on fait les previews, avec des formats qui changent un peu selon les équipes. C'est un petit peu la sauce peut être changée, les ingrédients également. On va récapituler la saison de chaque équipe. Je vais commencer. Allez, Madiane, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Parle-nous un peu de la saison des Celtics rapidement. Est-ce que c'est pas un peu un long fleuve tranquille, cette saison des Celtics? Et c'est une saison, on en parlera dans la fenêtre de titre, une saison qui est très bien pour eux, parce que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. La seule fois où on a entendu parler d'eux, c'est avant la saison avec la suspension de leur coach. Mais finalement, très bien offensivement, très bien défensivement, 57 victoires. Le roster arrive quand même plutôt en santé. Ils ont pu reposer leur cadre sur la fin de saison. Enfin, c'est parfait. C'est vraiment c'est comme les saisons que nous font Milwaukee année après année. C'est des saisons où on se pose pas de questions et tout va bien et c'est une excellente chose. Résumé efficace. Tom, côté Atlanta, c'est pas parfait. On n'utiliserait pas le même type de qualificatif, du coup, au niveau de la saison des Hawks. Bon, on va dire une saison tumultueuse, on dira. Tumultueuse et mouvementée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le mouvement à l'intersaison pour faire arriver des jeunes téméraires. Il y a eu pas mal de choses aussi durant la saison avec Trae Young qui était un peu en délicatesse avec son shooting, pas mal de blessures au niveau du 5 majeur, des problèmes de banc toute l'année, des problèmes avec Nate McMillan qui a sauté en cours de saison avec l'arrivée de coach Schneider. Donc c'est vrai que ça a été une saison tumultueuse parce que même au niveau de l'organigramme, il y a eu du changement où Travis Schlenk, le GM historique de la reconstruction des Hawks, est parti. Qui a été remplacé du coup par son nom, Landry Fields. Landry Fields et le fils du propriétaire, attention. Le népotisme. Voilà, attention au népotisme. Et du coup, Quinn Schneider qui a pris de l'importance dans l'organigramme. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une équipe d'Atlanta qui par rapport au papier, on peut dire qu'elle a sous-performé dans l'ensemble puisque ça a été toute la saison une équipe moyenne, alors que c'est une équipe qui potentiellement a les moyens de faire mieux que ça. Il y a eu aussi des changements avec, par exemple, la rotation et la fin de saison avec un banc qui était plutôt bon. Mais après, truc qui est assez intéressant avec ces Hawks, c'est que malgré toutes les blessures, c'est l'équipe qui a le deuxième line-up qui a le plus joué derrière Sacramento, avec plus de 1500 possessions. Ils sont que deux équipes à avoir deux line-up, à avoir un line-up, à avoir joué plus de 1500 possessions. Et c'est aussi la seule équipe qui a du coup un autre line-up qui a plus de 600 possessions. Donc c'est-à-dire qu'ils ont deux des line-up qui ont le plus joué quand tu prends les différentes itérations possibles. Donc, une équipe des Hawks qui arrive à la fois... C'est vrai que parce que sur le côté blessure, je trouve que globalement, c'est une équipe dans une saison où la plupart des franchises ont été minées. Ils s'en sont plutôt bien sortis, en fait, au comparatif. Messieurs, continuons avec la fameuse fenêtre de titre. Alors, Madiane, tu étais mon coéquipier sur cet épisode qu'on avait publié l'été dernier, du coup. Alors, soyons honnêtes, sur cette partie-là, on va peut-être pas se concentrer sur les Hawks, mais plutôt sur les Celtics. Est-ce que la fenêtre de titre des Celtics est ouverte, Madiane?
pour moi, elle est grande ouverte. C'est le moment. Pourquoi? Parce que déjà, tu as de la grosse expérience de playoff. Ils ont pas le MVP, mais Tatum est un des joueurs majeurs de cette ligue et là encore reprouvé cette année. Il fait une excellente saison, clairement. Donc on sait qu'ils auront très souvent le meilleur joueur sur le terrain. Ils ont en plus de l'expérience des rotations. Franchement, je trouve que leur effectif est extrêmement complet. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'ajuster. C'est vraiment, oui, il y a très peu d'équipes comme ça où je peux dire grande ouverte, mais là pour les Celtics, c'est plutôt simple de se décider. Grande ouverte, même constat, Tom? Grande ouverte. Oui, oui, la fenêtre est ouverte. Je dirais pas grande ouverte parce que ce sont pas les favoris ultimes. Non. Et ils ont pas, pour moi, ils ont pas de top 5 du DH20. Donc, c'est ce qui pourrait, en fait, c'est ce qui fait, en fait, que la fenêtre n'est pas grande ouverte. La fenêtre est ouverte, mais elle n'est pas grande ouverte. Et puis, c'est une équipe qui ne répond pas non plus, à la théorie enfin, pas la théorie, mais l'adage du MVP. Le fait que, voilà, pour, généralement, sur les 20 dernières années, en tout cas, depuis que LeBron James est en NBA, toutes les équipes qui ont gagné le titre avaient un joueur qui avait déjà été élu MVP en dehors des Pistons de 2004 et des Raptors de 2019. Donc, il y a une itération tous les 10 ans. Enfin, en tout cas, sur chaque décennie, il y a une itération. Peut-être que les Celtics seront l'itération de cette décennie. C'est vrai, c'est ce que je me suis mis dans mes notes. Ils répondent à presque tous les critères à part celui de la forte option numéro 1 qui est un peu plane au-dessus. Si on regarde statistiquement, ils sont top 10 attaque, top 10 défense, ils sont même top 5, top 5. Ouais. L'année dernière, ils faisaient, comme tu l'as dit, Madiane, ils faisaient partie des favoris, donc il y a cette continuité-là. L'effectif est ultra solide. Ce sont les favoris. On l'a dit aussi, c'est très important. À Vegas, l'été dernier, c'était les favoris. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, ça a changé. Les Bucks sont maintenant les favoris à l'entame des playoffs. Il y a beaucoup d'éléments qui vont en leur faveur, en fait. Donc, pour moi, alors oui, effectivement, est-ce qu'on garde grande ouverte pour seulement le favori? En tout cas, ils sont dans le top 4 des équipes pour le titre, quoi. Oui, c'est assuré. Largement. Clairement. Ça va vraiment dépendre de finalement dans les moments clés, les moments où ça va beaucoup se resserrer, c'est-à-dire à partir des finales de conf. Est-ce que Tatum sera par moment le meilleur joueur sur le terrain ou pas? C'est vraiment là-dessus que ça peut jouer. C'est vrai qu'on le dit souvent, si on peut imaginer assez facilement une équipe en finale de conf, elle est quand même pas loin du titre, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est une logique de top 4. Quand on écoute les front office parler, ils ont souvent cette logique de top 4 parce qu'après, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Les gars, enchaînons sur les meilleurs joueurs de la série. Alors, cette fois-ci, je vais te donner la parole en premier. Tom, est-ce qu'on a tous, alors, avant de commencer, est-ce qu'on a tous le même tiercé, les gars? Jason Tatum, Jaylen Brown, Trae Young dans cet ordre-là? Oui. Ok, Tom, vas-y, explique-moi pourquoi tu les as mis dans cet ordre-là. Du coup, Jason Tatum, je pense que c'est un joueur qui se détache quand même du lot, même si on peut penser que Jaylen Brown et lui sont proches, mais je trouve que tout ce qu'il apporte à cette équipe c'est vraiment la première option. C'est un joueur qui est bon et qui est élite des deux côtés du terrain. C'est vrai qu'il a eu des problématiques en termes de shoot, mais il a souvent porté cette équipe de Boston cette saison. Qui était aussi dans le top 5, je pense qu'il va finir top 5 MVP, Jason Tatum. On parlait dans le DH20 de l'homme en vert qui monte parce que les mecs descendent, ça se confirme encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'élite entre guillemets, mais il est dans son tiers et il joue beaucoup de minutes. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a une énorme valeur pour cette équipe des Celtics et tout part de lui. Jaylen Brown, ça va être le deuxième joueur parce que lui aussi c'est une tout est force, mais il a ses problématiques. Jaylen Brown, notamment au niveau des pertes de balles et j'ai trouvé défensivement un peu plus irrégulier cette saison que les saisons précédentes. Donc moi je le mets un petit peu en dessous et puis je pense que globalement quand tu vas affronter les Celtics, tu te prépares schématiquement à stopper Jason Tatum et vivre avec ce que fera Brown et pas le contraire. Et c'est pour ça, pour moi, il y a une différence entre ces deux-là. Et puis pour le troisième joueur, Trae Young, puisque voilà, c'est le
le moteur de cette équipe d'Atlanta. Même s'il fait une saison en dessous au niveau du scoring cette année et je pense que les Hawks auront bien besoin de son scoring, mais je trouve que au niveau du playmaking, ça reste quand même un joueur qui fait partie de l'élite de la ligue et voilà, c'est une valeur qu'on ne peut pas lui enlever. Madiane, je te pose la même question pour compléter Tom, mais je vous pose peut-être une question piège. Qui est le 4e du coup? Le 4e, c'est compliqué. Je vous laisse réfléchir, mais vas-y. Ouais, mais quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Tom, c'était que pour moi, il y a plus d'écart clairement entre Jason Tatum et Jaylen Brown, Trae Young que entre Jaylen Brown et Trae Young. Je trouve que sur Jaylen Brown et Trae Young, c'est pas encore un gros mot d'inverser l'ordre, même si on est tous d'accord ici. C'est qu'ils ont des qualités différentes, des choses à valoriser différentes, et Jaylen Brown n'a pas le même niveau de responsabilité, donc ça rend la comparaison plus difficile. Mais clairement, c'est pas bon signe quand tu abordes une série et où ton meilleur joueur discute plutôt avec le lieutenant en face. Donc ça, c'est un peu la très mauvaise nouvelle quand t'affrontes une équipe en playoff. C'est quand t'en es rendu là, c'est que c'est vraiment pas bon signe sur comment risque de se dérouler la série. Et après, pour le 4e joueur, c'est compliqué côté Hawks parce que c'est pas, je C'est suis pas déjanté. je suis pas très fan en fait de Dejounte. C'est ce que j'aurais dit instinctivement, mais en soi, j'arrive même pas à l'affirmer et typiquement moi quand je pèse en face des joueurs des Celtics, je me dis dans ce qu'ils apportent, dans leur utilité, etc. Ils sont peut-être pas plus forts, mais ils sont plus utiles à leur équipe. C'est peut-être là où je ferai la nuance. Parce que Marcus Smart arrive un peu blessé. Il y a toujours... Alors Ford, moi j'ai tendance à dire, je sais que c'est un joueur qui est très apprécié par une partie de la communauté, mais j'ai tendance à dire que sur la longueur d'une série, il y a toujours des matchs où il passe à côté, en fait, du fait de l'âge, je pense. Donc, Tom, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je vous ai pris en traître, je ne vous ai pas prévenu, mais vous mettrez... Qui est 4e du coup? Moi, je dirais que c'est Dejounte Murray, tout simplement par rapport à la valeur qu'il peut apporter quand le meilleur joueur n'est pas là. C'est-à-dire que au niveau des Celtics, c'est vrai que si tu prends dans le contexte, un peu comme disait Madiane, je pense que tu vois, un joueur comme Al Horford ou même un joueur comme Derrick White ou Malcolm Brogdon, voire même Rob Williams, en termes d'apport et d'impact, je pense que ce sont des joueurs qui peuvent être placés plus haut. Mais je trouve que Dejounte Murray est le seul joueur qui, potentiellement, des deux côtés du terrain, apporte une valeur supplémentaire et qui peut remplacer, encore une fois, à sa façon, vu que voilà, il y a des problématiques parfois de line-up au niveau des Hawks, le meilleur joueur de l'autre équipe. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est lui. Mais après, c'est vrai qu'il y a un gros conglomérat entre guillemets de joueurs qui sont bons, même des deux côtés, dans les deux équipes. Hein. Au final, je trouve que globalement, en tout cas sur la deuxième partie de saison et surtout depuis l'acquisition de Saddiq Bey, je trouve que les Hawks, ils sont quand même solides maintenant. Ils ont un banc plutôt solide et ils ont des role players plutôt compétents. Même Clint Capela, on peut parler de son impact sur les Hawks. C'est vrai que Clint Capela en tant que tel, ça va pas être un top joueur entre guillemets de la série. Par contre, si Clint Capela, dans le contexte des Hawks et dans ce qu'il apporte à ces Hawks-là, ça doit être l'un des meilleurs Hawks au niveau du net rating quand il est sur le terrain et quand il n'est pas, alors qu'il a un bon backup avec en la personne de Kongu. Il peut potentiellement être considéré comme le deuxième meilleur joueur des Hawks. Hein. Eh bien, on a bien posé les bases, les gars. Enchaînons sur mais t'as pas répondu, toi. C'est Dejounte Murray, Tom. Pour moi, il y a pas vraiment de question. Je pense que c'est Dejounte Murray parce que je pense qu'il paye un peu le rôle qu'il a eu sur la transition de rôle qu'il a eu entre ce qu'il faisait du côté des Spurs et ce qu'il fait maintenant du côté des Hawks. Et en fait, du coup, on a tendance à un peu le dévaluer. Le dévaluer, oui. Il perd de la valeur. Alors
intrinsèquement, je pense que c'est le 4e meilleur joueur de la série. En fait, il est pas optimisé malheureusement aux Hawks. Exactement. C'est ça le problème. Eh bien les gars, si on entame les match-up clés, alors moi je vous en propose un et vous me dites si vous êtes arrivé à la même conclusion ou pas. Moi j'ai mis les mathématiques. Pourquoi ? Je ne suis pas un fan de mathématiques, mais tout simplement, on a pu observer que ces Hawks-là, alors qui ont un petit peu changé de paradigme. Il y a quelques années, on imaginait plus une équipe qui allait shooter beaucoup à 3 points, etc. C'est l'idée qu'on se faisait avec Kevin Huerter notamment. Alors j'ai découpé la saison en 2 parties, avant l'arrivée de Snyder, après l'arrivée de Snyder. Il a joué 20 matchs de saison régulière. Avant son arrivée, ils étaient 29e en termes de 3 points pris par match. Ils en prennent que 30%, leurs tirs globaux. Ils sont 21e dans la raquette. C'est l'équipe qui vit à mi-distance. Après l'arrivée de Snyder, pas tellement de changements à 3 points, mais ils ont plus attaqué le cercle. Est-ce que c'est ça une des clés, les gars, la capacité des Hawks à marquer sur des zones qui ne sont pas leur zone préférentielle? Pourquoi je dis ça? Parce que les Celtics, à l'inverse, sont 3e au niveau du Located Efficient Field Percentage, donc en gros les endroits alloués, c'est-à-dire que eux, les Celtics, tout simplement, te laissent shooter à mi-distance, mais vont défendre les coins et la raquette. Madiane, Tom, je sais pas qui veut commencer. Est-ce que c'est ça la clé pour les Hawks? Être capable de marquer près du cercle et à 3 points. Et alors, du coup, justement, c'est là où le match face au Heat m'a un peu étonné dans tout ça, parce que du coup, en préparant l'épisode, je suis forcément retourné aller voir ce match. Et là, bah c'est pas là où ils ont brillé. Et c'est quelque chose où je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre parce que tout m'indique qu'ils auraient potentiellement dû perdre ce match, mais ils l'ont gagné en étant efficaces dans des zones où moi j'aurais considéré que c'est pas forcément idéal d'être efficace. Donc oui, les caractéristiques de ces Hawks font que ils sont très différents du paradigme dans lequel on pensait les placer et du coup de là on est le plus efficace en NBA. Moi, ce que je constate en regardant un peu comment défendre ces Celtics, c'est que ils contestent quand même vraiment bien mieux les tirs que les Hawks de manière générale, et en fait ils arrivent beaucoup plus à impacter le pourcentage de réussite de l'attaquant. Et si tu vis sur du mi-distance et que tu tombes face à une bonne défense, ça va quand même grandement te compliquer la tâche, parce qu'une petite variation de réussite telle que celle que peut impacter les Celtics, j'avais noté ça dans mon document, mais ils impactent quand même les plutôt bien les pourcentages au tir adverse, avec un léger impact sur des tirs à 2 points. Tu peux très vite en fait tomber en faillite offensive dans ton match, et c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est que la défense des Celtics m'a l'air un peu trop bien armée pour réussir à altérer la prise de ces mauvais tirs. Tom, même question. Il faut se souvenir aussi qu'on a vu la dernière fois qu'on a vu les Hawks au playoff, il y avait aussi cette difficulté face au switch du Heat, switch qui est appliqué par les Celtics aussi. Ben, tu parlais d'un problème mathématique. Bah, il est tout simple. Les Hawks, ils vont débuter chaque match avec 18 points de retard sur la ligne à 3 points. 3 x 6, 18, ils prennent, enfin, les Celtics mettent en moyenne 6-3 points de plus que les Hawks. Ça veut dire que déjà là, t'as un gap à rattraper. Et généralement, on te dit, quand tu pars avec un tel désavantage sur ta sélection de tirs, les endroits où tu vas pouvoir te rattraper, ça va être sur le rebond offensif et en générant plus de possession. Malheureusement pour les Hawks, les Celtics sont la meilleure équipe au rebond défensif cette saison, et par rapport au rebond offensif adverse, ils ne laissent que 24% d'offensive rebound percentage aux adversaires, ce qui est la première marque de la ligue. Donc c'est vrai que sur le jeu de possession et le jeu des mathématiques, il y a un problème. Déjà là, il y a un premier problème. Il y a un premier problème pour aller pouvoir, en tout cas pour rendre l'attaque viable face aux Celtics, pour matcher l'attaque et attaque. Et comme tu dis, les Hawks, eux, ça va être une équipe qui va prendre énormément de tirs dans la raquette ou un peu dans la zone à mi-distance, et c'est tout ce que les Celtics veulent. Donc, je me dis que mathématiquement, ça va être compliqué pour cette équipe-là de pouvoir rester en jeu. Et puis, l'autre chose, c'est que je trouve que par rapport à la défense en switch, en fait, le playmaking de Trae Young est tellement dangereux
que vaut mieux que tu transformes Trae Young en scoreur pour affaiblir cette équipe des Hawks. Et du coup, comme tu le disais, la défense en switch, potentiellement, ça peut poser des problèmes. Et on a vu que les Hawks avaient, en tout cas sur le match de play-in, avaient un peu contré ça en faisant démarrer Trae Young parfois un peu loin du ballon, ou par exemple où il démarrait au niveau du cercle parfois, et récupérer la balle avec déjà un avantage plutôt qu'attaquer la défense de façon frontale. Donc c'est vrai que là il y aura une vraie guerre des tranchées, mais j'ai vraiment des inquiétudes sur cette notion de mathématiques. Quelque chose à rajouter, les gars? Peut-être faire une parenthèse, les gars. Le match contre le Heat, pour moi, c'est une anomalie, ce qui se passe. Ce qui s'est passé pour moi, c'est une anomalie. J'ai été voir les stats sur cleaning de glace. Ils prennent 45% des rebonds offensifs sur demi-terrain. Et Oui. dans quel match ça existe, ça? Dans quel match tu prends 45% des rebonds? Au niveau de l'efficacité sur transition, match quasiment historique. Enfin, ils mettent tout en transition. Ils ont pris tous les rebonds possibles. En fait, tous les avantages. On en parlait, les gars. Ils ont, du coup, mathématiquement, ils ont ce désavantage de prendre beaucoup de mi-distance, de longs mi-distance. Ils l'ont rattrapé sur beaucoup de choses qui, pour moi, sont aussi un peu à imputer au Heat qui a pas fait une performance incroyable. Faut être très honnête. Ouais. Si jamais le Heat venait à passer, il y a 2-3 trucs qu'il va falloir régler. Si jamais on a parlé avec eux, mais pour moi, la perf des Hawks, c'est une anomalie, je trouve, sur ce match-là. Et justement, sur la transition, quand tu tombes sur une équipe qui offensivement est plus au point, c'est-à-dire typiquement les Boston Celtics, t'en auras pas autant qu'avant tes transitions. Et ça, c'est un vrai souci, je pense, pour eux. C'est que, malheureusement, le fait que leur défense, à mes yeux, ne sera pas forcément très capable d'arrêter les Celtics. Il va falloir les outscorer, mais il va falloir les outscorer alors que tu seras privé de ton jeu en transition parce que tu ne vas pas récupérer le ballon rapidement pour remonter le terrain et réussir à mettre en place un panier rapide avant que la défense réussissent à se mettre en place. Et en fait, quand j'ai regardé un peu les play types des Hawks et comment ils jouaient, ils prennent quand même une majorité de leurs tirs dans ce qu'on considère comme tôt, c'est-à-dire avant les 15 secondes. Et ils prennent beaucoup plus de tirs que les Celtics. On est sur un décalage de 7%. Ça a l'air de rien, mais ça veut quand même dire que tu as plus une tendance à favoriser ce type de jeu-là, alors que les Celtics, c'est une équipe qui a tendance à plutôt jouer dans la moyenne de la ligue en termes de temps de possession. Et ça, je trouve que c'est très dangereux face à une bonne attaque, ce que sont les Celtics. Vas-y, Tom, je te voyais faire la moue quand j'ai dit que c'était une anomalie. Oui, puisque en fait, je trouve que en fait on va dire que le Heat, c'est une équipe qui est petite. Et au final, quand tu regardes la rotation des joueurs qui ont joué et la rotation en tout cas des Hawks, tu vois le combo Jalen Johnson au Kongu, enfin c'est pas nous, enfin depuis que Schneider est là, c'est des joueurs qui sont quand même installés. Sadiq Bey, c'est quand même un joueur qui est installé. Tu vois, c'est vraiment une problématique qu'il y avait en début de saison pour les Hawks avec un banc qui était moyen. Et du coup, avec l'éclosion en fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent à rajouter du skill set sur le terrain en ajoutant leur banc, avec leur banc, tout en gardant de la taille. Et ça, en playoff, c'est quelque chose qui va être important. Et je trouve que eux, limite, ce qui peut être plus intéressant pour eux, pour baisser un peu l'adresse des Celtics et améliorer leur chance, c'est les forcer dans un basket d'ISO. On sait que les Celtics, par exemple, quand il y a du jeu de drive and kick, où voilà, c'est décalage, swing, 3 points, ils sont quasiment imbattables. Puisque c'est l'une des équipes qui, cette saison, prend la plus grande part de ses shoots sur du catch and, du spot-up ou du catch and shoot, les Celtics. Donc du coup, je pense que si tu les forces à faire de la zone, par exemple, les Celtics, d'un point de vue rythme, quand ils sont sur du match-up hunting, ben, même s'ils trouvent les mismatchs, ben, ça enraye un peu l'attaque puisque ça enlève le rythme. Et du coup, tu veux tellement chercher le mismatch que tu te retrouves avec le bon mismatch avec, allez, peut-être 12 secondes sur l'horloge et du coup, t'as pas le jeu naturel. Alors que quand ils ont leur jeu naturel de drive and kick, ben, ils trouvent le premier décalage, swing et tu trouves un bon tir tout de suite. Donc, ça peut être un moyen pour eux de piéger cette équipe des Hawks. Mais en fait, on a l'impression que c'est un peu des équipes qui pourraient être similaires,
sauf que le niveau de talent est bien au-dessus du côté de Boston. Et puis, Madiane, je te laisserai enchaîner, mais tu vois, si Tom, on est plus dans une logique où je pense que ça sera la manière de battre les Celtics peut-être au tour prochain, au tour d'après, pour les équipes qui seront plus armées, tu vois. Je pense que les faire tomber dans l'ISO, c'est ça. Mais mon vrai souci, c'est que du côté des Hawks, on aura toujours soit Bogdan Bogdanovic, soit Trae Young sur le terrain. Et si du coup il y a du match-up hunting, ils auront cette solution-là du côté des Celtics pour attaquer constamment. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, là où on l'a vu cette saison, en tout cas en fin de saison, un peu avec Snyder, même si la défense c'est pas vraiment beaucoup améliorée, hein, parce qu'on a caché Trae Young, mais si tu arrives à le mettre loin du ballon et on lui demande de faire des efforts, tu peux avoir plus d'espoir que s'ils sont dans du match-up hunting. Pour moi, ils peuvent faire très très mal aux Hawks. Mais tu vois, cette année, tu vois, les Hawks, ils ont de plus en plus essayé de faire démarrer Trae Young défensivement en low man. C'est-à-dire près du panier et pré-switcher pour que son joueur pour qu'il soit pas impliqué sur les pick and roll adverses. Le problème que ça cause, c'est que si par exemple tu as un décalage de l'autre côté et que Trae Young est ton low man, ben, il va contrer personne en second rideau. Hein. Non, mais voilà, en fait tu te rends vulnérable à des attaques du cercle, et un peu comme les Hawks ont utilisé un peu cette stratégie-là contre Kyle Lowry quand ils avaient Okongwu, ou même quand ils avaient Capella, où par exemple on mettait le hit mettait tu vois Kyle Lowry dans le coin sur son terrain, sauf que quand le ballon plongeait après le pick and roll, bah c'est Lowry qui vient aider, du coup qui se retrouve au cercle, sauf qu'il tombe sur un joueur qui est beaucoup plus grand et plus fort que lui, et au final même si c'est un bon défenseur, ben il peut rien contester, quoi. Donc ça peut être aussi utilisé contre eux. Madiane, je te laisse enchaîner là-dessus et tu peux peut-être ouvrir un nouveau chapitre si tu as un autre match-up clé à mettre en avant. En fait, justement, ce que disait Tom là à l'instant, j'abonde totalement parce que c'est quelque chose qui se voit un peu dans les stats, c'est-à-dire que même quand le défenseur est proche et est en train de contester le tir, la qualité du tir, enfin la qualité, pas la qualité, mais justement le pourcentage de réussite du tir n'est pas altéré. Contrairement aux Celtics. Et ça, c'est typiquement la conséquence de ce genre de parti pris défensif, où en fait, tu te retrouves, oui, t'es en train de contester le tir, mais le match-up est tellement défavorable que tu ne changes en rien la réussite ou l'échec du tir. Et ça, c'est un vrai problème. Et justement, au global, le problème, c'est que je trouve que s'ils vont aller chercher Trae Young, ça se fait quand même plutôt bien pour cette équipe des Celtics, parce que pour moi, le joueur le moins apte, limite, à attaquer sur lui, ça pourrait être Marcus Smart, mais en fait, ils ont Malcolm Brogdon. Donc typiquement, ils pourraient changer leur rotation pour aller faire des sessions entières où Trae Young a 4 joueurs qui peuvent attaquer sur lui à souhait. Et quand tu te retrouves avec 4 joueurs sur 5 qui peuvent aller chercher Trae Young, ça devient de plus en plus difficile d'avoir les bonnes rotations pour réussir à le cacher. C'est pour ça que j'ai vraiment pas l'impression que les Hawks réussiront. C'est pas une bonne défense déjà de base, mais j'ai pas l'impression qu'ils réussiront à défendre convenablement ces Celtics. Et justement, moi, je regardais un peu ce qui se passait. DeAndre Hunter sera très important pour les Celtics dans cette série, mais à côté de lui, entre Bogdanovic et Collins, ça a posé d'autres soucis parce que ils ont un espèce de monstre à deux têtes à l'aile, les Celtics entre Brown et Tatum, et ça veut dire que DeAndre Hunter, on sait déjà où il sera sur Tatum parce qu'ils vont vivre avec les choix que feront Jaylen Brown. Mais derrière, Jaylen Brown a quand même un peu route ouverte et justement, je pense que Jaylen Brown sera un joueur clé pour les Celtics dans cette série parce que c'est là où il va falloir qu'il puisse montrer son statut de lieutenant plus de cette équipe des Celtics pour punir ce parti pris défensif que feront obligatoirement les Hawks. C'est vrai que si on part du principe que DeAndre Hunter sera missionné sur Jason Tatum, ça nous laisse vraisemblablement DeJounte Murray sur Jaylen Brown. Et là, le problème qui se pose, c'est que si, comme on l'a dit, tu essayes de mettre très loin du ballon, tu responsabilises qui? DeJounte Murray. Donc en fait, si tu responsabilises DeJounte Murray offensivement et que tu lui demandes de l'autre côté de suivre Jaylen Brown, qui est un joueur qui a pas tout le temps le ballon dans les mains, donc c'est une mission ultra compliquée, c'est beaucoup demandé, même à un joueur DeJounte Murray, qu'on a dit qui était potentiellement 4e de la série. Mais si tu missionnes DeJounte Murray, du coup, qu'est-ce que tu fais de Collins?
Parce que ça, du c'est coup, une tu te autre retrouves question, avec hein. un vrai problème. Je pense que Trae Young, il sera sur Smart, hein. Je pense qu'il y a des Oui. chances que Trae Young soit sur Smart. Et puis après, ils vont s'organiser en termes de match-up. Après, c'est vrai que les deux équipes, en tout cas, elles peuvent jouer grand. Elles peuvent jouer, tu vois, elles peuvent jouer avec leur two big line-up. Elles peuvent jouer avec un des deux bigs et intégrer un autre joueur de périmètre. Donc, je trouve que, enfin, d'un point de vue flexibilité, ce sont des équipes qui sont quand même similaires. Mais Mhm. le niveau de talent au niveau de Boston est beaucoup plus grand, quoi. Et la palette est beaucoup plus large pour pouvoir mettre à mal en fait cette équipe des Hawks. Donc potentiellement, je pense que il peut y avoir des séquences ou voir des matchs où les équipes font jeu égal, mais sur l'ensemble de la série, ça risque d'être court en fait pour ces Hawks-là parce qu'ils pourront pas faire jeu égal assez longtemps pour que ça dure, je trouve. Et moi, je pense que Brogdon, typiquement, pourrait voir un peu plus ce terrain que Smart parce que il sera peut-être plus apte à punir parce que c'est moins évident du coup de cacher Trae Young sur lui. Sur Smart, tu peux l'envisager. Sur Brogdon, ça me paraît déjà un peu plus compliqué et je pense et j'imagine que les Celtics feront ce parti pris pour vraiment punir les Hawks et les laisser un peu avec que des mauvais choix défensifs. Sachant que Smart arrive peut-être un chouïa blessé, donc enfin pas peut-être, il arrive un chouïa blessé, donc c'est quelque chose à mettre en avant. Avant de donner les pronos, les gars, on aime bien parler de ça, les objectifs sur la série. Alors moi, pour moi, il y a un objectif clair pour les Celtics. J'aimerais les voir, et je pense qu'ils y seront à un moment, inévitablement dans un match. J'aimerais bien les voir dans le clutch et pour voir comment ils répondent, parce que c'est une équipe qui a tendance, j'ai l'impression de répéter le constat, mais pour moi, ça se répercute un peu. Le constat des Cavs, où ce sont des équipes qui ont tendance à être pas si fortes que ça dans le clutch. Si on regarde dans le clutch sur l'année, les Celtics sont 8e net rating et depuis le All-Star Game, ils sont 21e. Ils tombent beaucoup dans l'ISO et ça a été des choses qu'on avait vues à quel moment, ça beaucoup dans la série contre le Heat et surtout en finale contre les Warriors. Et si cette année tu vises le titre, et c'est l'objectif assumé, tu dois être capable de mieux gérer ces situations-là. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ils peuvent gérer ces situations-là et je pense qu'ils les auront. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils gèrent le clutch, les Celtics, sur cette série. Si vous avez d'autres choses à rajouter, les gars, allez-y. Au niveau du coaching, ça va être intéressant de voir Mazzulla comment il va se comporter puisque enfin, il n'a pas l'avantage entre guillemets du coaching par rapport à Quinn Snyder qui est un coach qui a déjà beaucoup plus prouvé. Alors oui, il a plus de matos, mais c'est vrai que qu'est-ce qui va se passer si par exemple les Celtics se retrouvent à je sais pas moi 1-1 à devoir aller jouer à Atlanta, à devoir prendre un des deux, et genre ils prennent pas le premier, ils se retrouvent par exemple menés 2-1. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Mazzulla? C'est que lui, il a été pas mal remis sur la première partie de saison. Il était vraiment, on va dire, il y avait beaucoup de louanges à son sujet sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, il a été beaucoup plus critiqué par les fans des Celtics qui se demandaient est-ce que c'est pas juste est-ce qu'il lui manque pas quelque chose au niveau du leadership et au niveau de la tactique. Donc ça va alors peut-être pas dans cette série-là, ça va peut-être pas se voir dans cette série-là, mais je trouve que lui il est attendu au tournant Mazzulla puisque au final c'est un coach rookie. Et il va falloir quand même on l'a pas encore vu Dovion dans des situations hyper compliquées. Et là, il va passer au révélateur face à un tacticien qui est Quinn Snyder. Je précise juste, j'ai fait une petite erreur dans la série l'année dernière. Du coup, Celtics Heat, les matchs étaient à sens unique. C'est plutôt dans les périodes de difficulté. Je trouve que les Celtics reposent beaucoup trop sur de l'ISO un peu chanceuse. Ouais. Madiane, quel est un de tes objectifs de la série, que ce soit pour les Hawks ou pour les Celtics? On parle des Celtics pour l'instant, mais si t'en as un pour les Hawks, comme tu veux. Pour moi, les Hawks, c'est d'aller justement en gratter un à Boston parce que tu peux toujours prendre une série à froid et s'ils réussissent à en gratter un à Boston, pour moi, c'est l'objectif principal parce que derrière, ils arriveront à rendre cette série compétitive. Et je pense que les Celtics, c'est une équipe qui doute mal. Si on regarde leurs deux dernières campagnes de playoffs, voire même l'historique de ce duo Jason Tatum-Jaylen Brown, dans les moments chauds, dans les moments difficiles, notamment moi j'ai toujours en tête cette série dans la bulle où ils perdent face aux Heat, mais j'ai pas l'impression que c'est la moins bonne équipe des deux.
Et du coup, si on arrive à les emmener dans ces eaux-là, moi, je suis curieux de savoir comment les Celtics vont répondre. Et je pense que c'est là où les Hawks auront toutes leurs chances d'aller gratter des matchs et rendre les choses intéressantes. Eh bien, les gars, allons-y tranquillement, mais sûrement, vers les pronostics. Je vous ai envoyé cette stat, les gars, dans la conversation. Depuis 1977, il y a toujours eu un sweep au premier tour des playoffs, à l'exception de 2003. Et je remarque qu'on n'annonce jamais de sweep. Les gars, est-ce que c'est une série à potentiel sweep? Allez, je vais te lancer, Tom. Je pense que oui, le sweep est toujours possible parce qu'il y a un vrai décalage, en tout cas, sur ce que les deux équipes ont produit en saison régulière. Et même au niveau des match-ups, il y a eu un set d'Atlanta-Boston où ils se sont affrontés 2 fois de façon très proche. Ça s'est toujours mal passé pour les Hawks. Et la dernière confrontation, on peut pas vraiment en tirer grand-chose puisque Blake Griffin était titulaire ou jouait beaucoup. Voilà. Voilà. Donc on peut pas en tirer grand-chose. Donc oui, si on reprend ce qui s'est passé sur la saison régulière, en tout cas, le sweep est possible. Par contre, je doute qu'il soit effectif. Et moi, de mon côté, je pronostiquerais plutôt un 4-2 pour les Hawks. Pour les Celtics, pardon. Pour les Celtics. C'est-à-dire que j'ai dit 4-2 dans le sens où c'était une victoire pour les Hawks, en fait, de prendre 2 matchs. Alors, Tom, c'est ma petite invention de cette année. Est-ce que c'est un 4-2 tendance 4-1 ou tendance 4-3? 4-2 tendance 4-1. Ok. Madiane? Et moi, j'ai le 4-1. Je pense pas que c'est la série du sweep parce que je pense qu'il va y avoir un A-game des Hawks qui peuvent tomber en fait sur un match typiquement comme face au Heat où ça clique bas, ça se passe bien, ils mettent leur tir à mi-distance, la meilleure attaque, ils outscorent les Celtics non pas parce qu'ils défendent bien mais parce qu'ils font la meilleure attaque du soir. Donc moi je vois bien le 4-1 et j'invente aussi ma notion, c'est un 4-1 tendance 4-2. Je les vois plus proches du 4-2 que du sweep, en tout cas. Ok, alors, perso, j'ai peut-être mal expliqué, moi, j'ai juste pensé que c'était une anomalie le match contre le Heat parce que la recette, on blitz au rebond et on arrive à être épargné par de la transition. Pour moi, c'est pas effectif face à une autre équipe, en fait. Donc, j'ai mis 4-1. J'ai du mal à leur mettre un 4-0 parce que je suis beaucoup trop les Hawks de près pour savoir que c'est une équipe qui réagit à l'ego et ils vont jamais, il y a un moment où t'as raison, Madiane, ils vont faire un match lunaire et ils vont en prendre un. Donc j'ai peut-être tendance 4-2, mais pour moi, il y aura pas vraiment de débat sur cette série. Les gars, est-ce qu'il y a quelque chose, donc toujours pas de sweep annoncé, les gars, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce Hawks Celtics? Alors, moi, je dirais juste que je trouve qu'au final, que la variance, elle est plus côté Hawks, bizarrement, même s'ils prennent moins de 3 points. C'est qu'en fait, ils prennent tellement moins de 3 points qu'ils ont absolument besoin d'être adroits sur les 3 points qu'ils prennent pour pouvoir rester dans la roue, quoi. Donc, je trouve que eux, la variance doit être plus vitale pour eux que les Celtics, même si le volume à 3 points des Celtics est plus grand. Ouais, mais sauf le match face au Heat. C'est ce match face au Heat qui, moi, m'a tué là-dessus, c'est qu'ils sont pas adroits. Et ils collent 120 de mémoire. Oui, et les rebonds offensifs. Quand t'as Clint Capela, Okogu qui prennent tous les rebonds, et le Heat, le Heat est petit, encore une fois. Le Heat est petit. Le Heat est petit. Et c'est là qu'on l'a vu. Je suis petit. Et bam, je t'aime beaucoup. Mais bam, il y a des dossiers qui seront ouverts au moment d'un épisode à 2 lettres et 2 chiffres. Eh bien, on va s'arrêter là, les gars. Alors, on n'a pas battu le record des 40 minutes qui a été établi sur le Lakers Grizzlies, donc je dois faire une intro rapide pour pas battre ce record. Donc, on vous invite à nous suivre sur les plateformes d'écoute. Il nous en reste 2. C'est celles un peu les plus difficiles à sortir parce que le timing sera très serré. D'ailleurs, un vrai problème. Passons entre parenthèses, les équipes qui vont gagner le 2e match de play-in doivent jouer 48 heures après, 36 heures après. Ouais, c'est ça, ils jouent dimanche. Ouais, donc bon, passons, c'est un peu une anomalie. Enfin non, pas une anomalie, c'est peut-être pas, j'ai utilisé beaucoup trop le mot anomalie dans cet épisode, c'est peut-être pas parfait au niveau de la préparation, mais bon, on vous invite du coup, si vous n'avez pas écouté les autres previews, à aller les écouter. Alors on a 5 autres previews à vous proposer, vous êtes déjà nombreux à les avoir écoutés, donc on vous remercie. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des previews. Merci Madiane, merci Tom, et puis à très vite, salut. Salut.